c'est là que les Français se sont battus pour la dernière offensive, les 9, 10 et 11 novembre 1918. Vrigne-Meuse, ultime bataille de la Première Guerre mondiale. C'est ici qu'il y a près de 100 ans, 96 Français ont trouvé la mort. Et parmi eux, un certain Augustin Trébuchon, agent de liaison au sein du 415e régiment d'infanterie. À 10h45, 15 minutes seulement avant la fin de la guerre, il a reçu une balle en plein front. C'est un destin tragique parce que Augustin apportait un message d'une futilité déconcertante. En gros, la soupe à 11h30, cela aurait pu attendre un tout petit peu et Augustin Trébuchon ne serait pas mort 15 minutes avant que sonne le véritable cessez-le-feu. Un destin tragique, d'autant que l'armistice avait été signé à Retonde le matin même à 5h par le maréchal Foch et la délégation allemande. Mais elle n'a été effective qu'à 11h. L'ancien maire de Vrigne-Meuse s'est passionné pour l'histoire de ce soldat. Pour lui, aucun doute, Trébuchon est bien le dernier des poilus morts pour la France. Avec ses collègues du cercle historique, il n'a eu de cesse de récolter des indices, comme ces armes trouvées sur le champ de bataille et des témoignages d'anciens combattants. Pour l'instant, on n'a pas de preuves tangibles physiques, mais on a les témoignages. Les témoignages de Gazaret. Agent de liaison que nous avons bien connu, qui est revenu tous les ans à Vrigne-Meuse le 11 novembre et qui nous a répété maintes et maintes fois que ce pauvre Trébuchon était mort un quart d'heure avant le cessez-le-feu, quoi. Lorsqu'il intègre le 415e régiment en août 1914, Augustin Trébuchon a 36 ans. Ces états de service, conservés par les archives militaires, décrivent un soldat d'un calme remarquable, donnant à ses jeunes camarades le plus bel exemple. Plus il en apprend sur le der de la der, plus Georges Domelier éprouve de l'admiration. Son souhait, en faire un symbole pour toutes les victimes du conflit et rétablir la vérité historique. Car pour l'état civil, Trébuchon est mort non pas le 11, mais le 10 novembre 1918. J'ignore totalement la raison qui a poussé les services de l'état civil à faire mourir tout le monde le 10 novembre, alors que c'est une grossière erreur pour ces gens. Deux hypothèses, l'une symbolique. Il n'était pas acceptable pour les autorités de faire mourir des soldats le 11, jour de la victoire. Autre hypothèse, il s'agissait d'éviter toute forme de contestation sur l'attribution des pensions des veuves de guerre. Le 10, c'était encore la guerre, alors que le 11, on pouvait contester le décès. Puisque après le 11 novembre à 11h, après 11h, c'était un assassinat. Ce n'était plus un décès par fait de guerre. En attendant, peut-être un jour une reconnaissance officielle. Le village lui a rendu hommage comme il a pu. Une rue porte désormais son nom. Loin des images saisissantes de la Première Guerre mondiale, Verdun a aujourd'hui des airs de village où le temps s'écoule lentement sur les bords de la Meuse. À l'issue de la guerre, la ville martyre est détruite à 90% par les bombardements allemands. Verdun est anéanti, mais Verdun a tenu et elle va rapidement acquérir une renommée internationale. À la mairie reposent les 26 médailles de la ville, la plus décorée du pays. Mais vous voyez en particulier exposées ici les médailles qui ont été données, qui ont décoré la ville de Verdun très tôt, dès 1916 pour certaines, et puis immédiatement après pour d'autres. Alors ça c'est la Chine, vous avez le Laos, vous avez le Cambodge, le Maroc. Symbole du courage de l'armée française, Verdun a surtout été le théâtre de l'un des combats les plus inhumains de l'histoire. 300 000 morts en 300 jours sur le champ de bataille. C'est vrai que nous avions, je crois, j'ai la faiblesse de croire que cette tendance est moindre maintenant, nous avions une sorte de chape mortifère qui s'appuyait sur le nom de Verdun. Parce qu'on pensait qu'au cimetière, aux ruines, etc., Verdun veut vivre, bien évidemment, aussi. Ne serait-ce que pour être un témoin actif
de la vérité historique passée, encore faut-il être très vivant pour que le message puisse se propager avec le maximum de force et de constance. Donc Verdun, le petit journal qu'on sort tous les 2 mois, on l'a appelé Verdun la vie. Vous voyez, c'est bien la projection dans la vie que nous voulons assumer. La guerre a ravagé la ville. Désormais donc, elle la fait vivre. Chaque année, le tourisme de mémoire draine plus de 300 000 visiteurs. Verdun se construit au sens propre sur les souvenirs de son traumatisme. Dans ses sous-sols, 7 km de galeries. Elles ont servi de ligne de repli lors des combats et de centre logistique. Les magasins de munitions, la boulangerie. Aujourd'hui, les reconstitutions entretiennent la mémoire des soldats, mais elles divisent les Verdunois. Ouvrez le banc. C'est tout d'abord une fierté de voir des visiteurs extérieurs, des gens de l'extérieur de venir découvrir leur ville. Et je pense que c'est une fierté pour beaucoup de Verdinois. Et puis en même temps, une sorte de questionnement sur mais comment on peut prendre des vacances pour venir voir des croix, des cimetières, la guerre. Enfin, ça inquiète quelques Verdinois. Ils ne comprennent pas toujours les motivations des visiteurs. Mais je pense que plus on approchera du centenaire, plus on rentrera dans l'histoire, moins dans la mémoire, et plus finalement les Verdunois peut-être se sentiront plus concernés. Pour ses habitants, l'héritage de Verdun est parfois lourd à porter. Comme un souvenir prégnant, voire envahissant. Laurent Ladrosse a reconstruit une tranchée dans son jardin. Des mois de travail pour faire découvrir aux visiteurs l'enfer des combats. Un devoir de transmission, un exutoire aussi, à l'image tenace de l'horreur qui a marqué la région. C'est un fardeau, ça c'est sûr. On exorcise un petit peu on conjure un petit peu une catastrophe, quoi. C'est le meilleur moyen psychologiquement. À l'époque, les soldats en parlaient, parce que s'ils en parlaient pas, ils se renfermaient et puis ainsi de suite. Donc il fallait quand même, en parler. Ouais, et aujourd'hui, c'est encore le cas pour vous? C'est encore le cas pour nous, ouais. La bataille de 1916 a marqué à jamais le relief bosselé de Verdun. Près d'un siècle plus tard, elle continue à peser sur ses habitants. Avec la Grande Guerre... Si on essaye de faire le tableau de ce à quoi ressemblait l'Europe il y a 100 ans, avant la guerre de 14, d'abord, il faut se rendre compte que les nations européennes étaient les grandes puissances. Les grandes puissances à la fois économiques, technologiques, militaires, et qu'elles dominaient donc le monde, y compris bien sûr avec leurs empires, notamment l'Empire anglais et l'Empire français. En même temps, ces nations étaient l'objet d'un investissement très profond de la part des populations européennes. La nation, c'était à l'époque un absolu avec lequel on ne discutait pas. Et ceci, évidemment, est un élément central dans le conflit qui va éclater en 1914. L'Europe est coupée en deux. Il y a donc 2 grands systèmes d'alliances, donc une triple entente qui regroupe donc la France, le Royaume-Uni et la Russie, et une triple alliance qui regroupe donc l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et la mécanique même de ces alliances, notamment dans leur dimension militaire, la mécanique de ces alliances aura un effet décisif sur l'impossibilité d'empêcher la guerre quand le danger approchera à l'été 14. Alors, cette idée d'une Europe qui serait unifiée, fédérale, et dont la guerre serait exclue comme moyen de résoudre les conflits entre États, cette idée, oui, apparaît dans les années 20, dans certains milieux républicains, libéraux, radicaux, et il y a, à la fin des années 20, effectivement, un début de réalisation, au fond, d'une sorte de fédération européenne. Mais d'autres forces sont à l'œuvre dans les années 20 et 30, des forces donc de revanche, de haine, et finalement, qui sont exprimées en particulier par les grands totalitarismes du XXe siècle, et qui sont directement sortis tout armés de la Grande Guerre, qu'il s'agisse du bolchevisme et puis ensuite du stalinisme, ou bien du fascisme et du nazisme, et finalement
c'est de ce côté-là que va l'Europe dans l'entre-deux-guerres. C'est assez triste à dire, mais il faut un deuxième choc pour que cette idée d'une construction européenne comme antidote définitive à la guerre se cristallise vraiment. Il faut aussi une deuxième défaite allemande, et celle-là sans aucune revanche envisageable possible, en tout cas à terme. Donc toute une série de conditions ont été nécessaires pour que les leçons de la Première Guerre mondiale soient tirées. Elles ne sont vraiment complètement tirées qu'après le second conflit mondial. Je ne crois pas que la crise actuelle, en tant qu'historien, que la crise actuelle puisse déboucher mécaniquement sur un retour de la conflictualité. En revanche, si le recul de l'Europe et sa destruction provoquent une dislocation sociale dans nos sociétés, si tout ce qui nous paraissait irréversible apparaît comme finalement réversible, à certains niveaux de vie, d'espérance de vie, de niveau de soins, de protection sociale, d'aisance de l'existence, si tout ça, évidemment, qui était apparemment irréversible, devient réversible, on ne peut pas savoir ce que deviennent à ce moment-là les sociétés européennes, comment peut basculer le champ politique, comment peut survivre éventuellement la démocratie, et à ce moment-là, un retour de la conflictualité en Europe sous des formes qui sont impossibles à prévoir actuellement. Ce retour ne peut pas être exclu.